Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Moi aujourd'hui ça va top. C'est avec grand plaisir que je vous retrouve aujourd'hui pour discuter avec vous de la fameuse théorie de la simulation. Donc ensemble on va se poser plein de questions, on va se demander si on vit dans une réalité objective, concrète, 3D, partagée, tangible, ou si plutôt en fait on vivrait dans une simulation informatique géante, comme dans une partie de Sims d'un alien interdimensionnel. Je trouve que c'est un essai philosophique super intéressant à voir et j'aimerais beaucoup avoir vos avis en commentaire quand vous aurez fini de regarder cette vidéo. Je me réjouis en tout cas de vous faire ça et c'est sans plus attendre. Dans la culture occidentale, l'idée de la théorie de la simulation, elle a vraiment été popularisée en 1999 avec l'arrivée du film Matrix sur les grands écrans. Matrix, le 1, le 2, le 3, ils font partie de mes films préférés, genre vraiment de tous les temps. Donc si vous ne les avez pas encore vus, je vous invite fortement à les regarder. Et si vous les avez vus il y a un moment et puis que voilà, vous vous rappelez plus trop exactement de tous les messages, je vous invite fortement à aller regarder la vidéo que je vous mets dans la description. C'est le pourquoi j'ai raison et vous avez tort sur les Wachowski du cinéma de Durandal. Donc shout out à Durandal, c'est pour moi la meilleure chaîne de cinéma que je connaisse, toutes langues confondues. Vraiment, je trouve son travail, il est vraiment incroyable en fait. Et du coup, je vous invite à aller regarder son analyse parce qu'elle montre à quel point même un film d'action badass où c'est des gens avec des lunettes de soleil, des tenues de cuir qui se tirent dessus et puis qui évitent les balles de manière trop stylée, en fait, il peut y avoir beaucoup de messages sociétaux cachés dedans et beaucoup de grilles de lecture en fait. Mais si c'est ça qui a popularisé le concept de la théorie de simulation qui est centrale au film en Occident, il faut bien comprendre que dans le bouddhisme et dans l'hindouisme, on parle de Maya depuis très longtemps. Donc Maya, c'est pas ceux d'Amérique là. Maya, c'est un terme sanskrit qui veut dire l'illusion en fait, ou le monde de la dualité. Et en gros, c'est exactement ça. Déjà, eux, ils parlent de théorie de la simulation. Ils disent bien qu'on ne vit pas dans le réel, mais on vit dans cette illusion. Cette illusion que le cerveau fabrique avec la dualité des perceptions en fait, pour nous représenter le monde. Mais que la réalité, elle est plus complexe. La première question qu'on pourrait se poser, c'est est-ce que vraiment on peut observer ou sentir la réalité? Est-ce que c'est vraiment la réalité objective qu'on sent ou est-ce que c'est une projection de cette réalité qu'on voit? Qu'on voit, qu'on entend, qu'on écoute, qu'on sent, qu'on hume, etc. Pour ça, je vais utiliser l'allégorie de la cave de Platon. Vous la connaissez cette allégorie, hein? C'est des mecs qui sont enfermés dans une cave et puis toute leur vie de génération en génération. Alors là, je vais peut-être casser l'histoire parce que je l'ai fait de mémoire, mais vous aurez l'idée. Et en gros, qu'est-ce qui se passe? Il y a des personnes, les gars, ils sont dans la cave, il y a comme un espace, puis ils sont mis en bas de la cave. Et en haut, en fait, il y a un feu, puis il y a des gens, ils vont faire des jeux de marionnettes, et ils vont projeter l'ombre du jeu de marionnettes sur le mur. Et en fait, les gens, ils vont vivre plusieurs générations dans cette cave. Mais en fait, ils vont pas réaliser que ce qu'ils voient, c'est juste des ombres. C'est des ombres de la projection de quelqu'un qui fait des mains. Puis du coup, eux, ce qu'ils voient, c'est pas la réalité, mais c'est une projection de la réalité. Et du coup, maintenant, je vais vous donner l'argument de pourquoi je pense que c'est un peu ce qui se passe en vrai. L'exemple que je pourrais vous donner, c'est un de mes projets que j'ai fait en électronique quand j'étais en études. Donc, il fallait que je représente graphiquement, en fait, la vitesse du vent sur un écran grâce à un capteur. Du coup, la question, c'est quand j'ai mon écran qui montre la vitesse du vent sur un graphe, c'était pas vraiment du vent, c'était plus de l'air, hein, parce que si on soufflait, ça faisait directement shooter le truc. Donc, c'est pas pour des grands vents, ça allait de 0 à 1 mètre par seconde. Donc, c'était pas mal la galère à pouvoir justement tout régler ça, parce que 1 mètre par seconde, c'est pas un vent très fort. Hein, c'est à peine si vous soufflez, ça fait déjà 1 mètre par seconde. Qu'est-ce qui se passe en électronique quand on fait ça? En fait, un capteur, comment ça marche? Il y a un capteur qu'on pourrait comparer à des yeux, des oreilles, notre toucher en fait. Il y a un capteur, il fait passer l'air dedans. Ça fait tourner une turbine. Et selon la vitesse de la turbine, le capteur, il va envoyer une donnée en volts. Donc de 0 à 5 volts, normalement c'est le plus simple. Des fois ça va de 1 à 5, mais on ne va pas trop vous compliquer. Et en gros, comment on fait quand on reçoit l'information, quand le microcontrôleur qu'on pourrait comparer au cerveau reçoit l'information? En fait, ce qui se passe, c'est qu'on doit lui dire, on lui explique, alors mec, si jamais tu vas recevoir un voltage dans telle patte, les microcontrôleurs, c'est ces petits trucs qui ressemblent à des araignées.
tu vas recevoir un voltage dans telle patte de 0 à 5 volts. Et si jamais après, cette donnée, tu vas la mettre dans une variable, ça tu le fais en programmation qui s'appelle vent. Et si tu as les 5 volts, ça veut dire que tu es au maximum du capteur. Donc ici, 1 mètre par seconde. Et si tu es à 0, bah, ça veut dire que tu es à 0 mètre par seconde, il n'y a pas de vent. Et du coup, bah, si c'est un capteur linéaire, parce qu'après les capteurs logarithmiques, etc., ça c'est encore compliqué. Mais si c'est un capteur linéaire, si tu es à 2,5 volts, ça veut dire qu'il y a 0,5 mètres par seconde. Donc en fait, le cerveau, donc le microcontrôleur, il ne reçoit pas le vent directement. Il affiche dans l'écran, nous on a notre console, on voit, oui, il y a du vent. Mais en fait, ce qu'il reçoit comme information, c'est une impulsion électrique. C'est ça qu'il faut comprendre. D'après moi, le cerveau, c'est la même manière qui se passe. Le cerveau, il reçoit une information, donc il va recevoir un spectre lumineux par les yeux, il va recevoir une onde vibratoire justement par l'oreille, il va recevoir, je ne sais même pas vraiment comment ça se passe pour la chaleur, ce genre de choses. Mais tout va se passer par impulsion électrique. Et le cerveau, après, moi je pense qu'il agit comme le microcontrôleur. Et que qu'est-ce qui se passe, c'est qu'après il va simuler la réalité comme on le ferait dans un ordinateur, justement quand on crée un programme qui nous montre des graphes. Et c'est là où c'est intéressant. Parce que justement, du coup, le monde qu'on voit, si on se réfère à la fois à ces microcontrôleurs et l'allégorie de la cave de Platon, c'est pas vraiment le monde. C'est juste une interprétation des signaux que tous nos sens y reçoivent, fait par le cerveau. Du coup, dans la programmation, quand on reçoit une donnée, on va la mettre dans une variable. Donc c'est important pour après, quand on va trier les choses, justement savoir quelle est cette information-là en fait. Et le cerveau, il fait la même chose. Pour ça, je vais illustrer avec une histoire de Terence McKenna. Il y a un petit enfant de 3 ans dans sa chambre. Alors, il ne connaît pas encore beaucoup le monde. Il est en vraiment pleine phase d'exploration. Son cerveau, il est encore très malléable. Pourtant, ses capteurs, ils existent déjà. Donc, il a déjà 2 yeux, il a un nez pour sentir, il a des oreilles pour écouter, etc. Il a déjà les capteurs qui sont intégrés et qui lui transmettent des informations en continu. Dans sa console interne, on pourrait dire. Donc, dans sa simulation interne. Et qu'est-ce qui se passe? Il joue dans sa chambre. Et tout d'un coup, il y a un ange qui rentre par la fenêtre. Il est vert et un peu rouge, fluorescent. Et il le regarde il est vraiment majestueux et puis il le regarde dans les yeux. Et l'enfant, il est totalement ébahi. Il voit cet ange vraiment. Et l'expérience, vraiment, elle le comble dans tous ses récepteurs. Et qu'est-ce qui se passe? Sa mère, elle rentre dans la pièce. Et elle crie, elle fait « Ah mon Dieu, il y a un oiseau dans la pièce !» Puis elle essaie de le chasser après. Et qu'est-ce qui se passe? Après ça, l'enfant, il verra plus jamais l'ange. Parce que la prochaine fois, justement, qu'il y a un oiseau qui va rentrer dans la pièce, il aura mis un nom à cette variable. À ces patterns, en fait. Parce que le cerveau, il a un mécanisme à la fois de traitement d'informations et après d'organisation de sens. C'est pour ça que le cerveau, il imagine l'histoire, il imagine le monde avec des histoires. Tout est fait d'histoire, en fait. Et du coup, la prochaine fois que l'oiseau vient, il voit plus l'oiseau en tant que tel, en tant qu'ange, en tant que créature représentant Dieu, mais directement comme juste un mot. C'est un oiseau. Et il va lui mettre des affiliations. Plus il va vieillir, et plus il va mettre des étiquettes à cet oiseau. Il va se dire, un oiseau c'est un animal, il va chier partout, il peut avoir des maladies, j'en sais rien quoi. Il n'a rien à faire dans cette chambre, du coup je dois le jarter. Mais ça, c'était toutes des préconceptions en fait que l'enfant n'avait pas. Du coup, quand le cerveau simulait cette réalité dans sa tête, justement, holographiquement, parce qu'on pourrait dire que la réalité, c'est une addition holographique de tous les sens qui sont pertinents pour comprendre une information. Justement, au début, il n'y avait pas d'étiquette. Et le cerveau, pour créer de la structure et faciliter la survie, il va toujours mettre des étiquettes. C'est justement ça la matrice en fait. C'est de mettre des étiquettes aux choses. Je vais vous donner un autre exemple. Si on regarde ça, qu'est-ce que c'est? Vous me direz, c'est une feuille. Voilà, donc là on a déjà mis un mot là-dessus. Ça c'est une feuille. Puis on a bien dit, ça c'est la feuille, par opposition à ça c'est une plante, et ça c'est la forêt en fait. Donc déjà, on parle de la même chose, mais on peut, selon le mot, focus notre attention sur quelque chose d'autre en fait. Mais pour ça, il faut mettre un mot. Si je suis biologiste, je vais regarder ça, et je vais me dire, c'est quoi ça? Ça c'est le poumon de la plante. Donc on le voit déjà, ça ressemble à un poumon, c'est clairement son poumon, c'est sa fonction. Et en plus, c'est aussi la peau.
c'est aussi le capteur photovoltaïque en fait, justement. Il va prendre l'énergie en fait, l'énergie du soleil, et utiliser ça pour faire la photosynthèse. Donc un biologiste, il pourrait voir la feuille comme ça. Maintenant, imaginez, je ne suis pas biologiste, mais je suis cuisinier. Puis je me dis, je vais chercher des plantes dans la forêt que je pourrais mettre dans ma salade. Ben, je vais venir ici, je vais regarder ça, et je ne vais pas voir ça comme le poumon de la plante. Je vais voir ça comme un truc amer qui irait pas très bien dans ma salade. Je pense, j'ai pas goûté encore, mais je pense que ça serait pas très bon. Et du coup, je regarderais ça et je me dirais, non, ça m'intéresse pas. Par contre, peut-être je trouverais de l'ail des ours ou quelque chose comme ça, et je me dirais, ah, ça c'est bon pour ma salade. Et qu'est-ce qui se passe, par exemple, si, admettons, je viens d'aller chier juste là, ben, je vais voir ça et je vais me dire, waouh, parfait, ça c'est une feuille de PQ. Et du coup, vous voyez bien que selon en fait le prisme dans lequel on regarde la même information, notre cerveau il capte la même information, le mot qu'on va mettre, la variable dans laquelle on va mettre cette information, elle va vraiment structurer notre réalité en fait. Donc là, c'est la partie de la vidéo où ça va devenir assez perché en fait. Alors, mon avis à moi, c'est que dans la théorie populaire de la simulation, on explique ça un peu comme si il y avait un extraterrestre ou Dieu qui avait un ordinateur géant et qui nous avait tous mis dans une simulation en fait. Comme si on était tous dans les Sims. Et puis qu'il y avait cette sorte d'ordinateur en fait qui existait en dehors de l'univers qui simulait tout ce monde en fait, comme si c'était un jeu vidéo. Et moi j'ai une vision un peu plus complexe de ça en fait. Moi je le vois pas comme une simulation centralisée d'un ordinateur externe à la réalité. Mais moi, je le vois beaucoup plus comme un système de blockchain. Donc, désolé pour toutes les personnes qui s'y connaissent pas trop dans les trucs informatiques et tout. Mais moi, quand je pense à ce sujet, forcément, je suis obligé de faire des parallèles. Pour moi, en fait, on pourrait voir la réalité, cette projection de réalité, plutôt justement. On pourrait dire qu'il y a une réalité qui est genre objective, mais qui serait extrêmement différente de celle qu'on pense. C'est une réalité énergétique, où d'ailleurs tout serait lié. Parce qu'on le voit bien avec les expériences de physique quantique. C'est là où le sanskrit, on utilise le mot maya pour parler de l'illusion et en même temps du monde dual. C'est parce que justement, si on peut dire que quelque chose est loin, c'est parce que quelque chose est proche. Si on peut dire que quelque chose est grand, c'est parce qu'il y a quelque chose qui est petit. Si on peut dire que quelque chose est chaud, c'est parce qu'il y a quelque chose qui est froid. Alors que la réalité, c'est qu'il y a tout qui existe en même temps en fait. Ce qu'on pourrait appeler Dieu ou quelque chose comme ça. Bref, là, je l'ai dit, ça devient perché, donc suivez-moi un peu là-dessus. Je pense qu'en fait, ce qui se passe, c'est que le monde, on pourrait le voir comme des chaînes à la télé, des channels. On va les appeler channels dans cette vidéo. On pourrait imaginer qu'il y a channel 1. Channel 1, c'est la réalité objective. Que vous soyez un poulpe, un humain, un biologiste dont j'ai parlé avant, ou un mec qui fait de la méditation, ou que vous soyez un astéroïde, ou que vous soyez un trou noir, Channel 1, c'est Channel 1. C'est la réalité objective. Et après, en fait, ce qu'on pourrait imaginer, c'est que en tout instant, on se connecte, le cerveau, il va traiter les informations comme une antenne télé, en fait, avec des filtres, certains filtres oui, certains filtres non, avec des réglages, on peut changer le volume, on peut changer la luminosité, on peut changer des choses. Et surtout, on peut choisir quelles informations on va capter et transmettre dans la simulation. Et après, la simulation, c'est le cerveau, parce que je pense que c'est encore plus complexe que juste le cerveau, en fait. Des fois, on se centre vraiment sur le cerveau, mais c'est pas vraiment ça. Donc, on le voit, par exemple, dans les expériences de mort imminente. Le cerveau, il est mort, l'encéphalogramme, il est plat, pourtant on expérimente quand même une réalité. Dans un trip de DMT, pareil, ou quand on rêve, pareil. Donc je vais utiliser le cerveau, mais je pense pas que c'est le cerveau, la matière grise vraiment qu'il y a là-dedans. Je pense que c'est quelque chose d'interdimensionnel en fait. Mais du coup, ce qu'on pourrait imaginer en fait, et c'est là qu'il y a une matrice linguistique qui se forme, c'est qu'en fait, à tout moment, il y a une infinité de channels sur lesquels on peut se connecter. Et c'est notre cerveau qui va projeter ça dans notre conscience. Notre conscience, c'est le spectateur qui est derrière l'écran, derrière la console, ou qui est posé au cinéma et qui regarde qu'est-ce qu'on lui projette, en fait. Et du coup, moi, je pense que ce qui fait la force d'un channel, c'est justement la cohérence de son histoire.
C'est là où la théorie de la manifestation et la loi de l'attraction, ça prend tout son sens en fait. C'est que, qu'est-ce qui se passe dans Matrix? Dans Matrix, tout le monde vit dans un mensonge. Ils vivent tous dans le mensonge. Mais qu'est-ce qui se passe? Il se passe qu'en fait, ils utilisent les mêmes mots pour décrire ce mensonge. Et ils disent, ça c'est la réalité. Et du coup, ils sont pas dans le channel 1. Ils sont peut-être dans le channel, on le sait en plus dans le film Matrix, c'est pas la première Matrix qui tourne, hein, c'est la 6e ou la 7e. Mais en fait, qu'est-ce qui se passe? C'est que ils appellent cette projection commune comme la réalité. En fait, la channel réalité, c'est peut-être la channel 65, on n'en sait rien ce que c'est en fait. Ou 6 milliards, 500 millions, 500 000, j'en sais rien quoi. Parce qu'évidemment, on pourrait s'imaginer que, comme j'ai donné l'exemple, chaque personne qui verrait chaque chose de manière différente, ça fait un channel différent. Et du coup, il y a des channels qui sont très proches, où il n'y a que quelques petits points de vue qui changent, mais l'énorme majorité des choses sont communes. Mais pourtant, voilà, il reste quand même un peu différent dans les détails. Et du coup, en fait, cette cohérence par les mots, elle est très importante. C'est justement ça que j'appelle la matrice culturelle. Qu'est-ce que les expériences de physique quantique, elles sont en train de nous apprendre? Ce qu'elles nous apprennent, c'est que si on prend une feuille de graphène avec un trou, donc désolé pour tous les physiciens quantiques qui vont dire que je dis de la merde, j'explique comment moi j'ai compris ça. Il y a un trou, on fait passer un photon, on le propulse là-dedans. Puis là, on a un capteur en fait. Et ce que la théorie de la physique quantique nous explique, c'est que selon si on regarde ou pas, selon si on mesure ou pas, il va y avoir un impact sur la réalité. Donc si on ne regarde pas, ou c'est l'inverse, je ne me rappelle plus, on peut voir le photon comme une onde qui va du coup passer dans le trou et après en fait si on en propulse plein, ils vont être tous dans des endroits différents. Genre ils ne sont pas allés tout droit mais ils ont pu sans passer le trou et puis après aller en haut, aller en bas, aller à droite, aller à gauche. Tandis que si on regarde, ou l'inverse, je ne sais plus de nouveau, on les voit, ils sont passés comme une particule. Ils sont allés tout droit. Et du coup, après, si on regarde, il n'y a que la forme du trou, en fait. Et ça, je pense que c'est quelque chose de clé. Ça, c'est le genre de choses oui, on sait, on a tous déjà entendu parler de ce genre d'expérience, mais on ne comprend pas son implication, en fait. Et je pense que c'est ça qui est très, très, très intéressant. Et c'est là où la loi de l'attraction, la manifestation, toutes ces choses, c'est vraiment clé. Les mots qu'on utilise en fait pour décrire le réel, ça va vraiment impacter les choses. Il y a un vrai pouvoir. Les choses sont liées. Déjà ça montre que les choses sont liées. Il n'y a pas quelque chose loin et puis ma conscience c'est séparé, c'est quelque chose d'autre. On voit bien que toutes les choses dans le cosmos sont reliées et vont s'impacter les unes les autres. Et du coup forcément, toutes les idées qu'on peut avoir de la réalité, de quel channel on est, comment on décrit le channel dans lequel on vit, comment on l'expérimente, ça va impacter littéralement la réalité. Et c'est ça la magie finalement. Et je pense que ça, c'est une des raisons pourquoi en fait, quand on parle de sujets paranormaux, en fait la vérité, ça peut paraître, ah ouais, ça t'arrange bien de pouvoir dire les choses comme ça. Ouais, oui, c'est vrai, mais bon voilà, c'est ma conception des choses. C'est que justement, on crée notre propre réalité. Et on doit faire très attention à qu'est-ce qu'on laisse en fait orienter notre channel ou pas. Qu'est-ce qu'on laisse façonner notre réalité. Parce qu'après ça va changer tout ce qui se passe. Et je pense que ça c'est une des raisons pourquoi les phénomènes paranormaux en fait, ça peut être si dur à prouver. Donc moi je fais du Reiki par exemple, donc médecine énergétique. Et puis ça marche de fou. Hein. Vous n'avez pas besoin d'y croire, moi je m'en fous si vous croyez ou pas. Moi, je sais que ça marche. Je l'ai fait avec plein de personnes qui étaient malades. Je leur fais du Reiki. J'y crois, elle y croit. Et qu'est-ce qui se passe? Elle va mieux après. Ou je le fais à moi-même, après, la personne va mieux. Et je pense que si c'est autant dur, en fait, de pouvoir justement prouver ce genre d'expérience, c'est que s'il y a un zététicien qui vit dans un channel où il veut penser qu'il n'y a que Big Pharma qui peut le sauver, puis qu'il n'y a pas d'énergie qui peut aider son corps à s'autoréguler, en fait, il va rentrer, comme dans cette expérience de physique quantique, avec un blocage, en fait. Il est dans un channel où il a décrit dans son programme que ça pouvait pas marcher. Puis c'est pareil avec le placebo, par exemple. Moi, je pense,
J'en ai déjà souvent parlé du placebo, mais moi je trouve que c'est quand même eu... Je vais faire mon coup de gueule sur les critiques du placebo en fait, mais je me rappelle, quand j'ai commencé un peu à renouer avec la spiritualité, après une adolescence où je m'étais un peu détourné de ça, c'était en observant les vibrations des pierres, tout ce qui est la chromatographie en fait, comment justement les vibrations de la pierre allaient affecter notre propre aura, en fait, notre propre champ magnétique, nos propres chakras qui sont liés à des glandes en fait, et que du coup selon la couleur de la pierre, on peut savoir quel centre ça va activer. Puis je me rappelle, alors moi j'avais des colliers avec des pierres, puis j'avais toujours des amis un peu zététiciens, pragmatiques, rationnels entre guillemets. Toujours, ce qui me fait rire souvent, c'est des musiciens ou comme ça. Moi je travaille en électronique avec la science tous les jours, mais toujours c'est eux qui vont donner des leçons sur qu'est-ce que c'est la science ou pas. Mais du coup souvent ils me regardaient un peu de haut en disant un peu de manière suffisante ah ouais, mais de toute façon, ça c'est placebo. Si ça marche, c'est parce que t'y crois. Puis moi, à chaque fois, je me dis, bah ouais, bah toi, t'es con de pas y croire. Alors, si toi-même, tu sais que le placebo, ça marche parce que j'y crois, pourquoi toi, t'y crois pas? Parce que tu préfères vivre dans ton channel où ça marche pas, parce que tu t'es fait matrixer. Matrixé par Big Pharma et ce genre de choses qui nous envoient des messages de non, ça marche pas, ça marche pas, etc. C'est pour ça que je déteste la zététique. Parce que la zététique, c'est faire croire que les choses qui marchent, ça marche pas. Ils disent oui, ça marche parce que tu crois, et du coup, ils passent leur temps à faire en sorte que tu crois plus. Et moi, je trouve ça, mais c'est le truc le plus bâtard que tu peux faire en fait. Et surtout le plus illogique, si toi-même t'es conscient que le placebo et le nocebo, ça marche. Le nocebo, c'est l'inverse. C'est dire ça, c'est du poison, et du coup, si tu le prends après, tu vas tomber malade parce que dans ton channel, c'est devenu un poison en fait. J'avais une conversation super intéressante avec un pote à moi en faisant du basket. C'était sur les rêves justement. On disait que les deux, on était assez agnostiques sur ce qui se passe dans les rêves. C'est-à-dire agnostique, ça veut dire on ne sait pas vraiment ce qui se passe. Mais en tout cas, on trouvait ça super intéressant parce que les deux, on a déjà fait des rêves prémonitoires, on a déjà rencontré des personnes dans des rêves où on a fait le même rêve. Et alors du coup, moi je crois pas au hasard dans ces cas-là, parce qu'il y a vraiment des fois, il y a des personnes, le lendemain, je me suis réveillé et je lui ai dit, putain, j'ai rêvé de toi. Puis la personne m'a répondu moi aussi, et puis on s'est expliqué qu'est-ce qu'on avait fait. Moi j'ai dit on était là, et la personne m'a dit ouais, et puis on faisait ça. Donc voilà, on peut croire au hasard. Ouais, bon, si vous voulez, si ça vous rassure, je vous laisse dans votre channel où c'est que du hasard, pas de souci. Mais voilà, moi je crois plutôt au rasoir d'Occam de me dire bah oui, notre conscience, elle s'était portée quelque part en fait, on a vécu un rêve partagé. Du coup, la théorie des rêves, je trouve que c'est super intéressant. Parce que des fois, justement, j'ai cette sensation qu'on part vraiment quelque part, en fait, qu'on va dans un autre endroit. Et justement, l'argument qu'on irait dans cet autre endroit, c'est qu'on peut y rencontrer des gens. Ça m'est aussi arrivé à un autre truc totalement similaire, en fait. C'est une fois, j'ai fait un trip de DMT, justement. Et c'était pas à pleine lune. Et j'ai vu une image, en fait, où il y avait une pièce où c'était comme un quadrillage en fait 4-dimensionnel. Il y avait, non, plutôt comme un tunnel avec des murs carrés en haut en bas. Et au fond, il y avait aussi un grillage. Puis c'était que des grillages sur les côtés et au fond. C'était tout noir et les traits du quadrillage ils étaient en blanc. Et tout au fond, il y avait la lune jaune, la pleine lune en bas à gauche. Et j'ai vu ce rêve. Et puis, j'ai fait un trip report. Je l'ai mis sur internet, j'ai expliqué, c'était pas un rêve, du coup, c'était un trip de DMT. Mais voilà, je pense que quand on rêve, il y a aussi de la DMT qui est sécrétée. Donc, je pense que la diméthyltryptamine, c'est une des enzymes, parmi tant d'autres, qui est responsable du façonnement de cette vision holographique qu'on a dans le cerveau, qui va traiter toutes ces informations, faire un cocktail chimique, en fait, pour projeter justement cette simulation. Et du coup, il y en a des qui diront, bon ben voilà, t'as fumé un truc, mec, après t'as halluciné, blablabla. Ouais, alors pourquoi le lendemain, quand je partage mon trip report, t'as une meuf, elle partage le trip report du trip de DMT qu'elle avait fait le soir d'avant, et elle n'était pas verbale comme moi, qui écrit des énormes pavés, des tartines sur qu'est-ce que j'ai ressenti, vu et tout. Et elle a dessiné exactement le truc que j'avais vu. Et elle a dit, j'ai vu ça, vous avez déjà vu ça dans un trip de DMT?
puis elle met exactement les 4 quadrillages, le quadrillage au fond, la lune en bas à droite. J'étais bluffé, mais en même temps que à 80%, parce que voilà, moi, je vous le dis, j'ai la certitude, il y a eu tellement d'expériences comme ça. La DMT, c'est connu pour qu'il y ait des expériences en commun, des gens qui fument la DMT le même jour et qui vont voir la même créature ou les mêmes choses en fait. Puis de nouveau, si ça vous rassure de vous dire que c'est du hasard ou que c'est des hallucinations, mais les gars, vivez dans votre vie, dans votre trip. Moi, j'ai pas de souci. Vivez dans votre trip que vous appelez la réalité, si ça vous rassure et tout. Et moi, j'ai plutôt l'impression que non, justement, on a une conscience qui peut capter des autres ondes. Je sais pas si la conscience, elle bouge ou si c'est juste que ça ouvre des nouvelles chaînes dans le cerveau. Mais en tout cas, on voit bien qu'il y a des choses partagées. Et du coup, cette histoire de rêve, ben, je la trouve super passionnante, justement. Comment ça se fait qu'on peut à la fois voir des trucs qui se passent dans le futur. Donc pareil, j'ai fait des rêves prémonitoires. J'ai fait une fois un rêve que j'avais un pote, il était dans un nouvel appart, en fait. Et puis cet appart, c'était mon ancien appart. Et puis ça, j'avais oublié, mais je l'ai noté dans mon journal de rêve. Parce que tous les matins, je me lève et j'écris mes rêves dans un journal. Et qu'est-ce qui s'est passé? 2 ans plus tard, j'ouvre mon journal à une page au hasard. Et je vois que 2 ans avant, j'avais écrit « Tel pote est dans mon ancien appart et il a déménagé là ». Et j'avais oublié que j'avais noté ça. Mais une année après avoir noté le rêve, il a effectivement déménagé dans mon ancien appart. Donc des hasards comme ça, il y en a plein. Pour moi, ce n'est pas des hasards. Maintenant, je ne peux pas vous expliquer qu'est-ce qui se passe, comment ça se fait. Est-ce que le passé, le présent, le futur, ils sont beaucoup plus circulaires que ce qu'on pense, ou imbriqués les uns dans les autres, et qu'on a juste une sensation en fait qu'on passe du passé au futur, en étant bloqué dans le présent. Ou est-ce qu'en fait les choses, on peut voyager dedans? Je sais pas, je suis assez agnostique. Pareil, est-ce que vraiment tous les rêves, c'est des nouveaux endroits? C'est des endroits qui existent dans des autres dimensions? Ou est-ce qu'il n'y a pas cette notion, comme dans Matrix, qu'on pourrait comme créer un nouveau channel? Un channel pas partagé, c'est comme des serveurs, on pourrait dire les channels. Comme dans un jeu vidéo, on peut faire une partie de GTA Online avec un serveur où il y a nos potes. Puis du coup, on va tous être dans le même serveur, mais on peut aussi faire un serveur où on joue offline. Et du coup, là, il n'y a que nous, en fait. Et du coup, j'ai un peu cette sensation, des fois. J'ai la sensation que dans les rêves, dans les trips ou les choses comme ça, en même temps, on peut voyager dans des autres endroits qui ont déjà été simulés, des channels qui ont déjà été créés par des autres entités, par des autres humains, par des autres espèces, par des aliens, par des anges, j'en sais rien quoi. Tout comme j'ai l'impression aussi que de manière super personnelle, comme dans Matrix, la scène où ils apprennent à faire les sports de combat dans le dojo simulé là, ben il y a moyen en fait justement de créer à volonté des nouveaux channels en fait, des nouvelles simulations de la réalité, et que notre conscience, qui est du coup le spectateur de ces channels, il peut justement aller les voir. Ah, c'est tout pour cette vidéo. J'espère que j'aurai bien réussi à vous expliquer pourquoi je pense effectivement qu'on vit dans une simulation, mais pas comme on pense une simulation centralisée d'un extraterrestre ou d'un monde et qu'on vit tous dans la même, mais que je pense que c'est plutôt une simulation en blockchain où il y a plein d'ordinateurs qui tournent en constance pour justement simuler des parties qui sont partagées et des parties qui nous sont uniques. Parce que ce que je trouve beau dans cette théorie de la simulation, en fait, c'est vraiment comparer la vie comme un jeu vidéo. Puis ça explique beaucoup de choses. Parce que par exemple, il y a des gens, ils vont dire oui, mais si Dieu, il est fait d'amour et puis il est là pour nous, pourquoi est-ce qu'il y a des enfants qui meurent sous les décombres au Moyen-Orient? Puis ça, c'est vrai, ça, c'est la première question qu'on se pose quand on est adolescent. Mais on voit bien que si on met ces lunettes, justement, de la théorie de la simulation ou du jeu vidéo, pourquoi dans un jeu vidéo, vous jouez et puis vous mourrez des fois? Parce que c'est comme ça, le but c'est de jouer et puis de continuer à progresser. Puis moi je pense qu'on a un corps éthérique, un corps énergétique justement, ce qu'on pourrait appeler notre conscience. Et que on vit plusieurs vies, on se réincarne, on est dans ce cycle de la dualité que les Indiens appelaient justement le Maya. Et que comme dans un jeu vidéo, il y a des parties, on commence... et puis on joue en mode facile, puis on finit le jeu, et puis on n'a pas eu trop de difficultés. C'était un peu embêtant en fait. Et du coup, qu'est-ce qu'on fait? On se dit, bon, vas-y, j'ai fini le jeu en difficulté 1.
bah, je vais recommencer en difficulté 3. Parce que comme ça, je vais progresser plus. Puis peut-être on essaie la difficulté 3 et puis au bout du tiers de la partie, on meurt et on n'arrive pas à passer à autre chose. Et du coup, c'est pas grave, on se réincarne, on va dans la difficulté 2. Jusqu'à ce qu'on gagne en niveau en fait, et puis qu'on puisse accéder à des pans toujours plus élevés. Donc voilà, moi c'est comme ça que j'utilise la théorie de la simulation pour justement mieux comprendre et accepter certaines choses qu'on pourrait se dire, mais pourquoi ça arrive, pourquoi ça existe, comment c'est possible. Et c'est aussi pour ça que de plus je vieillis en fait, et plus vraiment je rentre dans cette théorie, et plus je comprends l'importance de ne pas me laisser télécharger des mauvais programmes dans mon cerveau qui limiteraient ma vision du channel en fait, et qui m'enfermeraient seulement dans une matrice. Puis de nouveau, c'est les mots, c'est les histoires qu'on utilise qui vont orienter justement ce monde. Donc là, c'est la théorie du Reiki et des pierres. Pourquoi en gros, voilà, si vous voulez pas y croire, vous y croyez pas, c'est votre vie, c'est votre channel. Et moi, je vais pas me laisser m'influencer par vous en fait. Ou je vais essayer, parce qu'évidemment, je reste humain et je reste très influencé par les matrices des autres. Parce que voilà, c'est la vie justement, on essaie de progresser. En tout cas, j'espère que vous aurez aimé cette vidéo. Moi, je me suis fait bouffer par les mouches et les moustiques pendant que j'étais dans la forêt. Je pense que vous aurez vu que je me suis gratté toutes les 5 secondes. J'ai beaucoup aimé vous faire cette vidéo sur cette théorie de la simulation. Je trouve que c'est une théorie super passionnante. Et voilà, moi, ça me plairait beaucoup que vous me donniez vos avis sur le sujet, justement, en commentaire. Ou pourquoi pas que je vous encourage à faire des vidéos sur le sujet. Parce que voilà, faire des vidéos, c'est pas dur, hein. J'ai juste mon téléphone dans la main, je me balade en parlant. Du coup, voilà, n'hésitez pas à partager votre travail sur les théories de la simulation, ce que vous pensez des rêves aussi. Ça m'intéresse de savoir ce que vous pensez des rêves. Où est-ce qu'on va dans les rêves? Est-ce que c'est simulé? Est-ce qu'on va quelque part d'autre? Est-ce qu'au final, c'est un peu la même chose? Voilà, n'hésitez pas à mettre en commentaire ce que vous pensez là-dessus. Moi, je vais continuer ma balade dans la forêt et monter cette vidéo. Je vous la partage dès que c'est prêt. Je me réjouis de vous retrouver pour des nouvelles vidéos sur des thèmes philosophiques, spirituels ou autres. Parce que voilà, moi, j'aime bien vous parler de tout et n'importe quoi. Je vous retrouve tout bientôt et d'ici là, prenez soin de vous et faites attention aux mots que vous utilisez pour décrire votre simulation parce que ça va impacter tout le reste de votre vie. Je vous fais plein de bisous et je vous dis ciao ciao.